Omar Haddad est-il l'assassin de Ghislaine Marchal? Toujours pas de réponse à la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Toujours à Nice, c'est une formidable bataille d'experts autour d'une faute d'orthographe qui va dominer à partir de demain le procès d'Omar Haddad, ce jardinier marocain de 31 ans. Je suis d'accord, Gauguin, t'as raison. Très mystérieuse, c'est le procès d'Omar Haddad à Nice. Est-il, oui ou non, l'assassin de Ghislaine Marchal? C'est une histoire d'assassinat, gros. C'est celle d'un jardinier accusé du meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal, en 1991. L'histoire d'une mystérieuse inscription tracée en lettres de sang « Omar m'a tué ». Alors, que s'est-il passé le 23 juin 1991? Qui est ce jardinier Omar Haddad? Et est-il réellement coupable de ce meurtre sordide? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'énigmatique affaire Omar m'a tué. Oh là là, les pubs, elles m'ont saoulé. Même moi, elles m'ont saoulé. Ça y est, les pubs, je vais les enlever, je crois. Je suis à 2 doigts de seul pour éviter les pubs. Ça, allez, je les enlève pas. Ça marche. L'effet escompté, ça va, c'est ce que je voulais. Regarde bien l'orthographe d'Amel. L'orthographe de quoi? Là, l'affaire Omar m'a tué. C'est de là que tu parles? Omar m'a tué. Attends. Quoi, il s'est trompé dans... Ah, c'est là, il devait mettre un « et ». Oh, tué. Ouais, là, il a oublié le... Ouais. C'est quoi, pourquoi? Ah, ça va. Même moi, des fois, je suis vraiment pas le meilleur en orthographe. Y'a rien. Même moi, des fois, je me trompe sur ce truc-là. On est le 23 juin 1991 dans une petite ville située sur les hauteurs de Cannes. Cette ville, c'est Mougins. C'est ici que bon nombre de riches retraités se sont installés pour passer leurs vieux jours dans de belles et grandes villas. En ce début d'été, il fait déjà chaud sur la Côte d'Azur. Ce dimanche 23 juin, Ghislaine Marchal est attendue à déjeuner à 13 h chez sa voisine, Madame Coster. Ghislaine Marchal, c'est la fille d'un riche industriel et la veuve du fondateur des phares de voitures, Marchal. C'est une très belle sexagénaire, une bourgeoise sans histoire. Elle reçoit souvent ses amis chez elle, dans sa villa, où elle vit seule. Une villa qui porte un nom, La Chamade, bordée d'un joli jardin et d'une grande piscine. C'est donc un dimanche qui ressemble à tous les dimanches dans ce petit coin de paradis. Enfin presque. Ghislaine est en retard au déjeuner auquel elle est invitée, elle qui est pourtant toujours très ponctuelle. Et comme elle n'arrive pas, les invités décident de passer. J'aime bien comment il raconte. Arrive le dessert, il raconte bien l'histoire. Marchal n'est toujours pas là. Alors ses amis, qui commencent sérieusement à s'inquiéter, décident d'aller chez elle pour vérifier si tout va bien. Mais ils ont beau sonner à la grille du portail, personne ne leur répond. Ils vont, comme ça, rester devant la maison pendant un bon moment, avant de finalement rentrer chez eux. La journée passe et Ghislaine Marchal reste injoignable. Le lendemain, le lundi 24 juin, les voisins retournent dans l'après-midi devant chez elle et se disent qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. La villa est située dans un quartier pavillonnaire, surveillé par une société de gardiennage, et donc le gardien a une clé de la chamade. Le groupe d'amis décide donc d'entrer dans la maison pour voir ce qui s'y passe. Une fois le portail passé, ils s'étonnent, la porte d'entrée n'est pas fermée à clé. À l'intérieur, la maison est vide, tout est calme, le lit de Ghislaine est défait, son sac à main trône dans sa chambre, tout est normal, à un détail près. Elle était morte. La propriétaire des lieux, Ghislaine Marchal, reste introuvable. Introuvable dans sa propre maison qu'elle ne semble pourtant jamais avoir quittée. Vers 18h30, le petit groupe se décide enfin à appeler les gendarmes, qui arrivent sur place quelques minutes plus tard. Les gendarmes ne constatent aucune effraction, aucun vol, mis à part quelques billets manquants dans le sac de la propriétaire. Ils font le tour de la villa et dehors, ils tombent sur une petite barrière fermant un escalier qui mène à la cave. Les enquêteurs essaient d'ouvrir la porte, mais celle-ci est bloquée. Bloquée de l'intérieur. Pendant près de 20 minutes, ils forcent, triturent la serrure, jusqu'à ce qu'enfin la porte cède. Et c'est là que l'affaire bascule. Derrière la porte de la cave, bloquée par un lit pliant et une barre métallique, les gendarmes tombent nez à nez avec un corps ensanglanté. Ghislaine Marchal, 65 ans, en peignoir de bain, gît dans une mare de sang. Face contre terre, elle est à peine reconnaissable. La victime semble avoir été frappée et poignardée. L'un de ses doigts a même été coupé. Madame Marchal a été exécutée froidement, son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Mais très vite, un autre détail va étonner les gendarmes. Sur l'une des portes du sous-sol, la porte de la cave à vin, on peut lire une inscription en lettres de sang. Omar m'a tué. Un peu plus loin, sur une autre porte, une autre inscription moins lisible. Omar m'a t. Et une trace de main glissant vers le bas.
comme si l'auteur de ces mots n'avait pas eu le temps ou la force nécessaire pour terminer sa phrase. Immédiatement, les gendarmes émettent une hypothèse qui semble plutôt logique. Et si Ghislaine Marchal avait désigné son meurtrier avant de mourir? Bon, mais ce qui est quand même curieux, c'est que cette inscription comporte une faute de conjugaison. Omar m'a tué, écrit ER. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit tout à l'heure l'orthographe. Ça aurait dû être écrit E. Alors, ça peut paraître anecdotique raconté comme ça, et pourtant, vous allez voir, c'est un détail très important dans notre affaire. Quoi qu'il en soit, entre le dimanche 23 et le lundi 24 juin, personne n'a rien vu, rien entendu de suspect autour de l'achamade. Les gendarmes mais commencent leur un truc. Et déjà... Comment elle a fermé... Enfin, comment... C'est de faire le détective là, mais comment le meurtrier il a pu... Parce qu'il a dit là... Attendez, je suis pas fou. Là, il a dit qu'elle était fermée de l'intérieur la porte. Avec une chaise ou je sais pas quoi là. Comment tu peux fermer derrière toi et après mettre ça? Tu peux pas normalement. Sauf s'il y a une autre sortie, je sais pas. Peut-être il y a une autre sortie. Si c'est fermé de l'intérieur, c'est que tu peux... Spoil pas. Ah merde, c'est un spoil! Oh, je suis vraiment un détective. Je savais pas, désolé, voilà, je savais pas. C'est bon, j'ai résolu l'enquête, on peut passer à une autre vidéo. Ton agresseur. Non, je sais pas. Aucune chance. Mais très vite, un autre détail va étonner. C'est vraiment ça là? Sur voilà, je savais pas, désolé. Si j'ai spoil. De la cave à vin, on peut lire une inscription en lettres de sang. Omar m'a tué. N'avait pas eu une hypothèse avant de mourir. Bon, mais ce qui est quand même curieux, c'est que cette inscription comporte... Ah, tu parlais pas à moi, le spoil pas, ok. Omar m'a tué, écrit ER. Raconté comme ça, et pourtant, vous allez voir, c'est un détail très important dans notre affaire. Quoi qu'il en soit, entre le dimanche 23 et le lundi 24 juin, personne n'a rien vu, rien entendu de suspect autour de l'achamade. Les gendarmes commencent leur enquête et déjà, les questions se bousculent. Qui a pu s'en prendre à Ghislaine Marchal? Pourquoi une telle violence? Où est l'arme du crime? Les enquêteurs ont face à eux un indice de choix, l'inscription « Omar m'a tué ». Et vous allez voir, ils vont... C'est sûr, c'est pas lui, ça se voit, c'est trop... plus loin. En effet, les voisins connaissent un seul Omar dans l'entourage de Ghislaine Marchal, son jardinier. Le coupable semble donc tout trouver, et il s'appelle Omar Haddad. En cet été 1991, Omar Haddad est un jeune Marocain. Il a 29 ans et a grandi avec ses 5 frères et sœurs dans le petit village de Beni Oulichek, au nord du Maroc. C'est le seul de sa famille à ne pas aller à l'école, il ne sait ni lire ni écrire, et ce qui lui plaît, c'est de travailler dans les champs avec sa mère. À 23 ans, en 1984, il rejoint son père, en France, qui travaille déjà comme jardinier pour de riches propriétaires de mougins. Omar est un homme discret, poli et travailleur, qui se fait rapidement sa propre clientèle. Sur les hauteurs de Cannes, il s'occupe du jardin de Francine Pascal, une riche septuagénaire qui lui présente ensuite sa voisine, une certaine Ghislaine Marchal. Le jeune jardinier partage sa vie avec Latifa, qu'il a rencontrée en France en 1987. Ensemble, ils ont 2 fils, Karim et Youssef. La petite famille s'est installée à Toulon et vit grâce au maigre salaire d'Omar. Lui passe ses semaines dans un petit appartement du Canet, à quelques kilomètres de Mougins. C'est donc cet homme qui semble désigné par l'inscription sur le mur que les enquêteurs vont avoir dans le viseur. Le mardi 25 juin 1991, Omar ne travaille pas. Il profite en famille du soleil sur la terrasse de leur appartement toulonnais quand il entend tambouriner à la porte. Une équipe de gendarmes entre brusquement chez les Haddad et embarque Omar sans trop d'explications. Ils ont tapé à la porte. Ma belle-sœur a ouvert la porte. Comme vous dites, j'attendais que M. Omar Haddad est là. J'attendais mon nom, j'ai présenté. Il m'a dit que tu vas aller avec nous. J'ai dit oui, mais pourquoi? Ça restait comme ça, pourquoi? Après il m'a dit non, on ne sait pas. Les gendarmes en sont convaincus, Omar Haddad est l'assassin de sa patronne. Et il compte bien faire avouer le crime à ce coupable idéal. Le jeune jardinier est placé en garde à vue, sans rien comprendre et sans qu'on lui explique ce qu'il fait là. Les gendarmes lui montrent alors la photo du corps de Ghislaine Marchal, puis l'accusent du meurtre. Omar parle mal français et ne comprend rien à ce qui lui arrive. Pendant toute sa garde à vue, 24 heures au total, les gendarmes le poussent à bout. Malgré ses difficultés apparentes en français, les gendarmes refusent qu'il soit aidé d'un avocat ou d'un interprète. Omar Haddad ne peut ni manger, ni dormir, mais il reste debout, calme et ni en bloc, il n'a tué personne. Il
faut dire que, à part cette inscription, Omar m'a tué, les enquêteurs n'ont pas grand-chose. Seul mobile apparent, les billets volés dans le sac de la victime, environ 2000 francs, ce qui représente à peu près 300 € aujourd'hui. Alors on tente de faire des liens. Omar Haddad ne roule pas sur l'or, et puis il aime les jeux d'argent. Mais face aux enquêteurs, le jardinier affirme qu'il a volé des billets à comment elle s'appelle, Ghislaine, là, je sais plus comment on dit. C'est ça, il a volé de l'argent à elle, et ils ont retrouvé des billets dans son sac. Adorait sa patronne, Madame Marshall. Elle l'avait beaucoup aidé, Latifa et lui, quand ils s'étaient installés dans le sud. Elle le faisait travailler et avait même hébergé le jeune couple chez elle pendant quelques semaines. Omar la considérait presque comme une mère. Et puis, le jardinier le clame haut et fort, de toute façon, il a un alibi. Le dimanche 23 juin, jour présumé du crime, Omar travaillait chez la voisine de Ghislaine Marshall, Francine Pascal, qui habite à une centaine de mètres. Ah ça y est, les pubs, laissez-moi tranquille. Il prend sa pause à midi, rentre chez lui en mobilette, passe à la boulangerie et croise même plusieurs voisins. Il déjeune chez lui, fume une cigarette et repart travailler. À 12h51, il passe un coup de téléphone à sa famille depuis une cabine téléphonique, puis reprend son travail chez Francine Pascal, qui confirme que le jardinier a passé... Ouais, ils ont retracé tout son chemin, là. À peu près sûr que c'est pas possible que ce soit lui, étant donné qu'il travaillait toute la journée chez moi ce jour-là, et que je ne l'ai pas vu partir un seul instant. Ah ben voilà, il est immobile. Derrière lui tout le temps, mais... et que c'était un grand travailleur et un garçon honnête, gentil, doux et surtout travailleur qui vivait pour sa petite famille et voilà. Le problème, c'est que personne d'autre que Francine Pascal ne confirme l'alibi d'Omar Haddad, la boulangère ne se souvient pas vraiment l'avoir vu et aucun des voisins de Haddad n'affirme l'avoir croisé. En fait, le seul truc vérifié dans son histoire, c'est l'appel à sa famille à 12h51 depuis la cabine téléphonique qui a été confirmé ensuite par France Télécom. D'après les médecins légistes, Ghislaine Marshall aurait été tuée le dimanche 23 juin entre midi et 14h, ce qui veut dire qu'entre le moment où Omar quitte son travail à midi et le moment où il passe son appel téléphonique à 12h51, il aurait tout à fait eu le temps de tuer Ghislaine Marshall. Mais il n'y a aucune preuve matérielle contre lui, aucune trace de sang n'est retrouvée sur ses habits ou sur ses chaussures, il n'y a aucune trace d'herbe ou de terre dans la cave, alors qu'Omar a passé la matinée du dimanche à tondre la pelouse chez la voisine. Et puis à l'époque, on a encore du mal à exploiter correctement les traces d'ADN. Impossible donc de dire formellement qu'Omar se trouvait dans cette cave à ce moment-là. L'enquête semble bien mal engagée. Et ce qui va rien arranger, c'est qu'une semaine seulement après avoir été autopsié, le corps de Ghislaine Marshall est rendu à la famille et selon ses souhaits, incinéré. Le corps disparu rend donc toute future analyse impossible, ce qui semble chelou, ça. assez incompréhensible dans une... La famille, elle est bizarre, là. Pourquoi ils ont brûlé le corps? On dirait qu'ils veulent... Telle affaire criminelle. Mais pour les gendarmes, peu importe, le message en lettres de sang leur suffit pour inculper Omar Haddad pour homicide volontaire. Je commence à voir la famille le 27 juin 1991, le jardinier est envoyé à la maison d'arrêt de Grasse dans l'attente de son procès. Omar passe 2 ans en détention provisoire et en 1993... Ah, c'était elle qui voulait qu'elle meure être incinérée. Assez rapide pour une affaire criminelle aussi mystérieuse. En une après-midi, sans même qu'il puisse réellement se défendre, la vie du jeune jardinier a basculé. Et pour Omar, vous allez voir, c'est que le début des emmerdes. Après, à tout moment, c'est lui, hein. J'essaie de trouver des excuses. On est en janvier 1994, et ça fait un peu moins de 3 ans que Ghislaine Marshall a été assassinée. Omar Haddad est toujours emprisonné à Grasse, dans le sud de la France, et continue de nier être le meurtrier de sa patronne. Mais le temps du procès est arrivé. Le 24 janvier 1994, à la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, la salle est pleine. Les bancs de la presse sont complets. Il faut dire que cette affaire fait la une de tous les journaux nationaux. Ce qui intéresse le grand public, c'est pas simplement le mystère qui entoure ce meurtre, c'est aussi le fait que 2 mondes s'affrontent. D'un côté celui de la bourgeoisie française, de l'autre celui d'un jardinier, illettré, immigré et marocain. Le fait divers, au fond, est presque devenu l'affaire politique du pays. Sur le banc des accusés, Omar Haddad apparaît amaigri et fatigué par 3 années de détention. Du côté des parties civiles, le fils unique de Ghislaine Marshall, Christian Veilleux, et la sœur de la victime, Claire de Grandruth. D'un côté comme de l'autre, tous veulent que justice leur soit rendue. Le procès s'ouvre. Pour le représenter, Omar Haddad a choisi un avocat célèbre, Maître Jacques Vergès, connu pour avoir défendu Klaus Barbie, responsable de la Gestapo de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille de Ghislaine Marshall, elle, a choisi un avocat tout aussi reconnu, Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme. La ligne de défense de Maître Vergès est claire, Omar Haddad est victime du racisme ambiant des années 90.
Selon lui, les gendarmes ont bâclé leur enquête, le coupable était désigné d'avance, ils ont foncé, tête baissée. Ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime, pas fouillé dans la vie de Ghislaine, et même pas vérifié tous les alibis des proches de la victime. L'avocat de la défense souligne les nombreux doutes qui entourent le crime. D'abord, les médecins légistes ont daté la mort de Ghislaine Marchal au lundi 24 juin. Si elle a bien été tuée ce jour-là, Omar Haddad ne peut pas être le meurtrier. Il se trouvait à plus de 100 km de Mougins, dans son appartement à Toulon, avec sa famille. Mais pendant l'enquête, les médecins légistes sont revenus sur cette date, ils se seraient trompés. Ghislaine Marchal aurait en fait été tuée la veille, le dimanche 23 juin, alors à quelle date faut-il se fier? Et puis, il y a le point central, l'éléphant dans la pièce de cette affaire, les lettres de sang. 7 jours après le début du procès, les portes de la cave sont présentées à la salle. Et ce truc-là d'écrire, ce truc des lettres-là écrites, c'est trop bizarre. Quand tu te fais tuer, ton réflexe, c'est... Je sais pas, c'est pas d'écrire qui t'a tué. Normalement, t'as un panique, t'as l'adrénaline et tout. Tu te dis, putain, je vais mourir et tout. Je me suis jamais fait tuer, mais je pense que si on me poignarde, j'aurais jamais le... Comment dire, le réflexe ou le détachement de me dire, vas-y, faut que j'écris le blaze de la personne. Mais non, c'est pas le réflexe, le problème, c'est l'orthographe. Ouais, mais même le fait d'écrire le qui t'a tué, c'est bizarre. Personne fait ça. Il aperçoit au fond de la salle son père. Quant à la défense, elle a subi une rupture il y a 3 jours. En plus, c'est les sans divergences arrêt, ouais. dans l'attitude à adopter ont poussé les deux avocats. C'est sûr, c'est pas lui. Je sais pas encore, j'ai pas vu, mais ça. Seul reste. Je sais pas c'est qui essaie de le mettre dans la sauce là. À la vue de ces portes, la salle se fige. En plus, ouais, comme il a dit, il était à 5 km, je sais pas où là. Il faut se mettre dans le contexte, c'est hyper impressionnant. Sur ces portes, ce sont peut-être les derniers mots de la victime. Mais ces lettres, est-ce bien Ghislaine Marchal qui les a tracées? Déjà, ça voudrait dire qu'elle a eu assez de force avant de mourir pour désigner son meurtrier avec son propre sang. C'est possible, mais pour l'avocat d'Omar Haddad, c'est peu probable. Et puis, il y a cette faute de conjugaison. Une femme aussi éduquée que Ghislaine Marchal, qui en plus était fan de mots croisés, aurait-elle pu vraiment commettre une faute de conjugaison aussi énorme? Omar m'a tué ER, pour la défense, c'est trop gros. La cour fait même appel à des experts graphologues, mais ils ont beau étudier minutieusement les 10 lettres de sang qui composent la phrase, impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de l'écriture de Ghislaine Marchal. Autre argument de la défense, la porte de la cave où a été retrouvé le corps. Rappelez-vous, elle était fermée de l'intérieur. Les gendarmes ont mis 20 minutes pour l'ouvrir. Ça voudrait dire que Ghislaine Marchal, une femme de 65 ans, alors qu'elle agonisait, a trouvé suffisamment d'énergie pour se barricader aussi solidement. Non, définitivement, c'est très difficile à croire pour l'avocat. Et ça, c'est important d'en parler de ce truc-là. Cette porte barricadée. À part cette porte, il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir de la cave. Alors qui d'autre que Ghislaine Marchal aurait pu bloquer la porte de l'intérieur? C'est maintenant au tour de l'accusation de présenter ses arguments. Dans la salle d'audience du tribunal, les témoins chargés... Récap, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, il y a eu un meurtre, une vieille, elle s'est fait tuer. Et au moment de sa mort, sur le mur, elle a écrit « Omar m'a tué ». Omar, c'était son jardinier. Et du coup, tout le monde pense que c'est lui, vu qu'elle a écrit ça, mais on sait pas vraiment, là, on en est à savoir. Défile à la barre. La femme de ménage de Madame Marchal, Liliane Recevaux, est particulièrement accusatrice. Selon elle, Omar Haddad aimait les jeux d'argent, dépensait tout ce qu'il gagnait au casino, et il avait du mal à payer son loyer. Résultat, il demandait très souvent des avances sur son salaire que sa patronne ne lui donnait pas toujours. Omar Haddad aurait donc pu tuer Ghislaine Marchal parce qu'elle refusait de le payer avant la fin du mois. Les proches de la victime proposent même un nouveau mobile. Ghislaine était une femme très courtoise, mais enfin, elle avait quand même très mauvais caractère. Il lui arrivait même d'être franchement détestable. Omar a pu la tuer parce qu'il n'en pouvait plus. Et puis, il y a ces lettres de sang. Et pour l'accusation, c'est le point qui incrimine Omar Haddad. C'est vrai, il y a cette faute de conjugaison, mais Maître Henri Leclerc met en avant que Ghislaine Marchal avait déjà fait cette faute par le passé. On a retrouvé dans ses papiers des factures notées payées avec ER, là où elles auraient dû être notées payées et ES. Après une semaine de procès, malgré les témoignages, les expertises et les différentes plaidoiries, beaucoup de mystères restent irrésolus. En fait, à part son prénom qui se retrouve sur ce mur, rien n'incrimine directement Omar Haddad. Pourtant, la fin du procès arrive. Assis sur le banc des accusés, Omar Haddad est invité à prononcer un dernier mot. Il dit, en français, « Je suis innocent ». L'avocat général demande 17 à 20 ans de prison pour homicide volontaire. Les jurés débattent pendant presque 7 heures et à 18h30, le verdict tombe. Bonsoir, Omar Haddad. Ne me dites pas, il a pris les 20 ans. 18 ans de réclusion criminelle. Les jurés de cour d'assises des c'est énorme, 18 ans. Reconnu coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. J'espère c'est vraiment nul. Long délibéré de 7 faire 18 ans, ça doit être... Je sais pas s'il les a fait encore, je me suis pas spoil.
Faire 18 ans alors que tu sais que t'as rien fait, ça doit être... Juste les faire alors que tu sais que t'as fait, c'est un truc de ouf déjà, de faire 18 ans quand t'as fait un truc. Alors quand t'as rien fait, tu fais quand même 18 ans. Ce matin, Maître Vergès, son avocat, avait demandé son acquittement. Pour ce genre de crime, Omar Haddad risquait la prison à perpétuité. Il est finalement condamné à 18 ans de réclusion. Une peine un peu étrange. Finalement, c'est un peu comme si on déclarait que Omar Haddad n'est ni 100% coupable, parce qu'il n'est pas condamné à la peine prévue pour les homicides volontaires, ni 100% innocent, parce qu'il prend quand même... En gros, il a pris entre les deux. Le jardinier est sonné par le verdict. Mais frère, moi je tombe en dépression. Il est directement ramené dans sa cellule de 9 mètres carrés. Son avocat, Maître Vergès, laisse exploser sa colère devant les caméras. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Alors, l'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais à l'annonce du verdict, devant le palais de justice de Nice, la foule crie son indignation. L'opinion publique, passionnée par l'affaire, ne comprend pas la condamnation du jeune jardinier. Plus de la moitié des Français estiment qu'Omar Haddad doit être rejugé. Il y a trop de doutes sur sa culpabilité, trop de zones d'ombre qui n'ont pas encore été élucidées. Mais la justice a parlé. Omar Haddad, lui, est anéanti. 18 années de prison l'attendent et il ne compte pas se laisser faire. Innocent. Il y avait 64% de la France qui voulait que le jugement soit refait quand même. Quelques années passent et dans sa petite cellule de la prison de Muret, à Toulouse, Omar Haddad continue de clamer son innocence. Il enchaîne les grèves de la faim et les demandes de révision de son procès, mais sans succès. En 1996, 2 ans après la condamnation, l'affaire devient encore plus politique. Le roi du Maroc s'en mêle. En visite en France pour rencontrer le président de l'époque, Jacques Chirac, Hassan II, roi du Maroc, demande la libération d'Omar Haddad. En échange, il promet de libérer des Français emprisonnés dans son pays. Jacques Chirac accorde ainsi une grâce partielle aux prisonniers et écourte sa peine de presque 5 ans. En apprenant la nouvelle, c'est de la merde. Proche d'Omar comme son père se réjouissent. Je crois qu'il allait le libérer là. Monsieur le Président, Monsieur Jacques Chirac, merci, mais tout le monde il les connaît, Monsieur mon fils il est pour rien, prisonnier pour rien. Ok, la grâce partielle de Chirac permet à Omar Haddad de sortir de prison plus tôt, mais dans les faits, elle ne l'innocente pas pour autant. Mais il a juste aux yeux de la 5 ans. justice, Omar Haddad est toujours coupable. Grâce au jeu des remises de peine, le 4 septembre 1998, Omar Haddad retrouve sa liberté après avoir passé plus de 7 ans derrière les barreaux. 7 ans. Très content, je suis libre aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec des résultats de prison pour rien. Et qui me l'a dit déjà mon avocat, je suis vraiment le combat continue jusqu'au bout. Ça fait dire juste la vérité. Car même s'il est libre, dans cette affaire, Omar Haddad a tout perdu. Son nouveau combat, prouver son innocence et être rejugé une deuxième fois. Faut savoir que depuis le verdict de 1994, toutes les requêtes d'Omar Haddad ont été refusées. Ça fait 2 ans que je réclame un deuxième procès. Et pour moi et pour toute la France. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un deuxième procès. Et je pense tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité. C'est tout. Vous avez juré plusieurs fois? J'ai juré parce que jamais personne ne m'a demandé. Et c'est pour ça que j'ai juré, parce que je suis sûr certain de moi, c'est pas moi qui a tué Madame Marchal. Mais rien n'y fait. La justice est ferme, il n'y aura pas de deuxième procès, alors même qu'il y a de nouveaux éléments dans le dossier. Une nouvelle expertise graphologique qui montre que les lettres de sang pourraient ne pas avoir été tracées par Ghislaine Marchal, des témoignages qui mentionnent de nouveaux suspects, et une enquête d'un détective privé, Roger-Marc Moreau, qui ouvre de nouvelles pistes. Parmi ces nouvelles hypothèses, celle de l'implication de Liliane Recevaux. Rappelez-vous, c'est la femme de ménage de Ghislaine Marchal, et c'est elle qui, pendant le procès, a lourdement chargé Omar. D'après le détective, Liliane et son mari, mais Pierrot le Fou, auraient tué Ghislaine Marchal, le mobile, la patronne menaçait de licencier son employé. C'est une piste très sérieuse, parce que par la suite, Pierrot le Fou a été condamné dans une autre affaire pour meurtre. Il aurait donc été tout à fait capable de... C'est sûr, c'est lui, là. Mais malheureusement, il est mort en 2010, et son ADN n'a jamais été comparé avec celui de la scène du crime. En 2008, 17 ans après le crime, une célèbre avocate, Sylvie Neujkovic, connue pour ses interventions dans les médias, reprend le dossier et compte bien défendre son client jusqu'à ce qu'il soit réhabilité. Il faut savoir que Omar Haddad, c'est l'une des affaires les plus... Waouh, le pauvre, il est devenu vieux comme ça, là. Une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. En fait, toute sa vie, c'est cette histoire, lui.
Depuis 2008, je fais tout mon possible et je me bats, croyez-moi, même contre un procureur, parce que, croyez-moi, pour donner des expertises, pour avoir des résultats des expertises, c'est difficile et j'ai l'impression véritablement d'être face à un mur à chaque fois. Pourtant, les nouveaux éléments sont crédibles. Plusieurs nouvelles hypothèses, des suspects, des mobiles, des pistes qui n'ont pas du tout été étudiées par les enquêteurs à l'époque qui pourraient, aujourd'hui, blanchir Omar Haddad. Entre 2002 et 2004, deux journalistes, Marc Le Plongeon et Jean-Michel Descugis, mènent une contre-enquête. Ils la rendent publique en 2022 dans leur livre « Ministère de l'injustice » et révèlent une nouvelle piste. Deux nouveaux suspects sont pointés du doigt, Martial et Jean-Claude. Les deux hommes sont frères et gèrent un petit bar à Cagnes-sur-Mer, dans lequel Ghislaine Marchal avait ses habitudes. Ils auraient des liens avec le grand banditisme et auraient organisé un cambriolage chez Ghislaine Marchal en juin 1991. Les gendarmes vont enquêter sur cette piste pendant 2 ans, puis vont lâcher l'affaire sans trop d'explications. En fait, il y a peu de chances que cette nouvelle piste aboutisse, et pour cause, les deux suspects sont tous les deux décédés. Mais ça y est, ils sont tous morts. Et pas des moindres. Il existe désormais 4 ADN qu'on a retrouvés mélangés au sang de la victime. 2 se retrouvent sur la porte de la chaufferie et 2 autres sur la porte de la cave à vin. Grâce aux avancées techniques, l'ADN peut être enfin exploité. Et ça tombe bien, en 2015, sur les 10 lettres de sang tracées sur les portes de la chaufferie et de la cave à vin, 4 caractères génétiques masculins sont identifiés. Et parmi c'est bon, ces 4 c'est qui ADN, c'est qui pas de traces de celui d'Omar Haddad. Et là vous allez me dire, mais à qui appartiennent ces traces alors? On va enfin trouver le coupable. Le bâtard, il a fait exactement ce que je viens de faire. Malheureusement, pour le moment, aucune de ces traces ne correspond à un profil génétique enregistré au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. On ne sait donc pas à qui elles appartiennent. Autre hypothèse encore, rien n'a vraiment été exploré dans la vie sentimentale de Comment ça là? Oh, ça me frustre. Genre là, ils ont des empreintes, mais ils peuvent pas savoir c'est qui parce qu'ils sont pas enregistrés. C'est trop bizarre. Aurait-elle eu un ou plusieurs amants? C'est ce que racontent ses amis, mais sans trop de détails. Ghislaine était une femme très secrète. Était-elle menacée par quelqu'un? Sans doute un homme jaloux qu'elle aurait conduit? Nous ne le savons pas. Mais attends, mais ils savent que c'est pas Eudomar en tout cas. On sait pas c'est qui, mais ils savent que c'est pas Eudomar. J'espère qu'ils l'ont dédommagé le poteau là. Parce que c'est du coup, vu que c'est pas lui. Jamais. Mais Maître Novakovic, l'avocate de Omar, ne se laisse pas abattre et demande en octobre 2022 la révision du procès. Et pour la deuxième fois... 2022, c'était il y a pas longtemps en plus. Ouais, mais ça veut dire l'affaire, elle est toujours en train de traîner là. La requête est refusée. Omar Haddad ne sera pas rejugé. Malgré beaucoup de mystères qui entourent encore aujourd'hui cette affaire, aux yeux de la justice, Omar Haddad reste encore le seul et l'unique meurtrier de Ghislaine Marchal. Mais me dites pas ça va finir sur ça, là on saura jamais c'est qui. Son combat. Et je vais tout casser. Oui, il a gagné 3 millions, c'est vrai. Pour espérer pouvoir prouver son innocence, lui continue. L'affaire Omar Haddad, c'est l'histoire d'un jeune Marocain de 29 ans, à la vie banale, empêtré dans l'une des affaires les plus médiatisées de ces 30 dernières années. C'est l'histoire de plusieurs décennies de doutes, de débats et de combats pour que la vérité éclate au grand jour. C'est faux en plus, il a rien gagné. L'histoire d'une affaire judiciaire qui a... Oh yo, je vous jure, ça me frustre. Moi je crois à la fin il allait avoir une histoire, en gros c'était le cousin qui voulait récupérer l'héritage. Secouer l'opinion publique. Alors là on va rester sur on sait pas. Jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, une affaire dans laquelle l'identité du coupable reste encore... Ok, bah c'est Détective Jamel qui va vous dire c'est qui. Attendez, je finis. Certaine. C'était l'énigmatique affaire Omar m'a tué. Mais c'est vrai qu'ils lui ont volé sa vie, le pauvre, il est tout vieux, il a les cheveux tout gris. À l'époque, il était jeune, il avait 29 ans. Ils lui ont ruiné sa vie. En plus des 7 ans qu'il a fait en prison, ouah, c'est énorme, 7 ans quand t'as rien fait en plus. Et cette histoire, elle est trop chelou, ouah, elle me frustre, là, je suis énervé, là, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai le seum, j'ai envie de savoir c'est qui. C'est quoi cette enquête trop nulle, là, faites des meilleures enquêtes que ça, là.